Monsieur, bonjour. Bien le Bonjour bonjour. Jean, merci beaucoup. Merci. Déjà, qu'est-ce que Bon. tu veux? Qu'est-ce qu'on prend déjà? Oui, ouais. Plutôt salé, moi je suis team salé le matin. Le matin, pareil. Le petit pancake, c'est classique. Quand Le je viens là, premier- c'est pancake, il faut plat, lard, cheddar, jamais déçu. C'est ton plat préféré? Ouais, pour les petits déj, j'aime bien, ouais. Ok. Classique. Allons Et pour de la puis, protéine. un petit jus d'orange, et un C'est petit ça. café. Plein de... C'est ton petit déj du matin. C'est le petit déj des champions, comme on petit dit. déj des champions, je sais pas. Tour de vache, je suis pas trop petit déj. Mais en fait, au final, c'est devenu un peu important parce qu'avec tous les entraînements qu'on a dans la journée, et puis même pour faire sa journée, c'est devenu en fait. Mais je suis toujours été team plutôt salé, quoi. Après là, je suis plus sur des séances comme je faisais moi quand je préparais l'Ironman. Mais quand on prépare l'Ironman, on a des journées, des fois entraînement, où on va s'entraîner peut-être 5-6 heures. Pour recharger, en fait, faut faire plein de glucides, plein d'énergie pour pouvoir suivre sur la séance, sur les séances. J'aimerais bien qu'on aborde justement les aspects, que ce soit entraînement, que ce soit Ouais. l'Ironman en tant que tel, ton après-Ironman. Limite, on peut même faire le sens contraire de ce qu'on aurait l'habitude d'entendre, dans le sens qu'on part d'aujourd'hui et on revient dans le passé. C'est quoi, c'est 2 ans, 3 ans? Ouais, on est plus sur la base de 2 ans. 2 ans pour vraiment la remise en forme, où j'ai commencé à me reprendre en main et à commencer à me mettre en marche. Et le triathlon, ça va vraiment faire une grosse année. Ok. Parce qu'en fait, la date repère, moi je prends l'Ironman sur Nice 3 de Vichy que j'avais fait, pas cette année, mais l'année dernière. Donc c'est un peu mon marquage temporel pour repérer. Donc ça fait pratiquement 1 an que je pratique vraiment le triathlon. L'Ironman de Vichy 2026, c'est l'apothéose. Non, malheureusement, non, c'est pas prévu. Non, mon apothéose, c'était l'Ironman des Sables d'Olonne. Ok. Donc, mon premier full Ironman. Non, j'ai voulu finir, par Vichy. En fait, j'ai refait 1 an après 70.3 de Vichy et c'était là l'apothéose. C'était que je voulais revenir où j'avais commencé. Et là, pendant, je pense, au moins une année, je vais laisser de côté le format, et le label Ironman et plutôt me concentrer sur des formats plus courts en course. Aller découvrir, par exemple, le format olympique, des courses que j'ai jamais faites, des formats sprint. Et en fait, du coup, des courses qui sont plus courtes. L'idée, c'est d'en faire beaucoup plus. Parce que finalement, j'ai fait peu de triathlon. J'ai fait des gros triathlons, mais pas beaucoup de courses. Donc, engranger un peu d'expérience, prendre un peu de vitesse. En fait, l'intérêt, c'est ça aussi. C'est ce qui manque un peu, moi. C'est de la vitesse pure. Et donc, c'est sur des formats comme ça que je vais aller chercher ça. Et puis après, dans quelques années, sur label Ironman et essayer d'aller chercher un peu de performance. Mais c'est vrai que Vichy m'aurait tenté. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais un peu... On m'a beaucoup posé la question. J'étais pas le premier à me demander si j'allais faire le full de Vichy, mais non. Pour celles et ceux qui connaissent pas ce que c'est qu'un Ironman, comment tu peux nous le... Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'on dit Ironman parce que les gens ne disent pas j'ai fait un triathlon longue distance, j'ai fait un Ironman, quoi. Alors, l'Ironman, en fait, c'est une marque, c'est une entreprise qui organise des courses de triathlon, natation, vélo, course à pied, qui sont plus sur des formats de longue distance. Le half, donc c'est 1 km 8 de nage, 90 km de vélo et un semi-marathon, 21 km. Et le format, la grande version, on multiplie les distances par 2. Et ça, c'est l'entreprise reine dans l'organisation de ce genre de triathlon vraiment longue distance. L'Ironman, le Saint Graal pour les triathlètes, Alors, comme l'UTMB peut être le Saint Graal pour les ouais, trailers. il y a un peu ça, parce qu'ils ont construit vraiment une image de marque très forte, hein. C'est fait par les Américains, ils sont marketingment parlant, c'est fort. Mais après, dans le milieu, de ce que j'avais pu comprendre, les vrais puristes, les vrais triathlètes sont un peu, il y a eu commencé à avoir des désaccords avec un peu le label Ironman, justement sur plein d'aspects, le prix des courses, l'organisation des courses, où en fait où on perd un peu la magie du sport. C'est comme l'UTMB, hein, il y a eu quelques critiques des trailers sur le côté où on perd un peu l'âme du trail. Donc il y a des questions comme ça. Alors moi, je suis vraiment encore débutant, donc dire mon avis, ça serait un peu. Moi, je trouve que c'est une organisation, une atmosphère qui est magique. Ça fait rêver. Donc moi, je suis plutôt d'avis que c'est quand même une organisation, une ambiance qui est moi qui m'ont fait rêver, et qui m'ont amené à faire ce genre de course. Donc le tapis rouge, je crois que c'est incroyable. Quand on se retrouve pour la toute première fois de sa vie sur une ligne de départ d'un Ironman, C'est incroyable, quoi. C'est incroyable parce que il y a une ambiance, le speaker fait monter l'ambiance, il y a des mots qui sont forts et il y a la musique, on est tous serrés, il y a la ligne de départ et en fait c'est un rolling star. Donc en fait il y a des vagues de 5 nageurs qui partent toutes les 6. d'accord. Voilà, donc c'est pas d'un coup. non, c'est pas d'un coup. Okay. Il y a des triathlons où c'est vraiment où on part tout d'un coup. Où là c'est un peu la folie. c'est un peu la folie, c'est un peu la machine à laver, hein, comme on appelle ça, parce que vraiment tu prends des coups. Là c'est le départ qui est plus différé. Donc après il y a comme en course à pied, il y a des sas de
départ où en fait en fonction du temps que tu estimes, tu pars plus ou moins dans le sas que tu veux. Et donc franchement le premier, il y a toujours une appréhension quoi. Donc il y a vraiment au début il y a une petite appréhension quand même que moi je m'étais préparé, mais bon c'est la première fois que je partais sur une aussi longue distance, un aussi long effort. J'ai déjà fait un marathon parce que ma première course a été un marathon. Mentalement je savais que j'allais le finir. Mais après, en fait, c'est des courses qui sont tellement longues, on sait pas ce qui peut se passer. Et du coup, non, franchement, en fait, c'était un mélange de plein d'émotions, quoi. Du stress, d'excitation aussi, parce que comme je dis, il y a une ambiance de folie, quoi. Super expérience. Franchement, c'était top. J'imagine, comme tout le monde, comment tu gères l'imprévu? Ça, c'est une bonne question. Moi, je suis team... j'avais écouté ça dans pas mal de podcasts. C'était de faire beaucoup de visualisation avant la course. C'est-à-dire qu'il y a ma copine qui est juste là, mais elle va le confirmer. Avant la course, la nuit avant la course, en fait, je ferme les yeux et à haute voix, je me fais le scénario de la course, en fait. Okay. Genre chaque étape. Et je me vois faire les choses. Et en fait, ça paraît un peu tout bête. C'est un peu comme les pilotes de F1 quand ils visualisent le parcours et ils conduisent, ils visualisent en fermant les yeux. Et moi, je fais exactement à peu près les mêmes choses. Je visualise ces choses-là et j'essaie de mettre vraiment en tête que tout peut arriver quoi. Et essayer d'envisager tous les scénarios possibles. Par exemple, imaginons t'as une crevaison. Moi tu vois par exemple, je me suis entraîné. Je sais que n'importe quel pneu de mon vélo, je suis capable de faire le changement en 5 minutes. Que je me suis entraîné, chronométré. Donc en fait, le fait de savoir tous ces éléments avant la course, déjà ça t'enlève du stress. Plus t'es prêt, plus t'es préparé, moins t'as de stress. Et après, faut garder la notion, je pense, de plaisir et te dire que c'est une course. Moi, surtout sur l'Ironman, je me suis dit ça, c'est une course que j'aurais pas sûrement l'occasion d'en faire 10 000 Ironman. Et donc, essayer de se mettre dans le moment présent quand ça commence, quoi. De pas se faire, pas se faire submerger par le stress ou quoi, et plus être dans le côté profiter du moment. En fait, pour toutes les courses longue distance, quoi, c'est plus tu te prépares, t'anticipes les choses, plus mieux ça se passera en course. Après, c'est sûr qu'il y a toujours des imprévus, mais ça fait aussi la beauté de la course, quoi. Ça fait des anecdotes à raconter. Justement, on l'imagine pas parce que, alors moi qui pour le moment est plus côté course et trail, quand j'imagine qu'il faut courir avec le kit obligatoire sur soi, tu te dis ça te fait tout de suite du poids. Mais là, tu viens de me faire réagir sur quelque chose, c'est que oui, on pense pas forcément à la crevaison. Alors que ça veut dire que il faut que t'aies ce qu'il faut sur toi. Ah, exactement. En même temps, parce que j'imagine que ton staff ne te suit pas forcément. Exactement. Alors, ce que j'ai appris au Stade d'Olonne, en fait, c'est que entre participants, on peut s'aider. Okay. Moi, je pensais au début, j'avais pas compris ça. Je pensais vraiment que tu avais droit à aucune aide extérieure. Et en fait, quand j'ai fait le briefing athlète au Stade d'Olonne, on a appris que finalement, en fait, entre athlètes, on peut s'aider, mais l'aide du public est interdite en fait. Et sera disqualificatif en fait. Si tu te fais aider par l'extérieur, par un public, bon après des fois ça se fait, parce que quand tu tombes au milieu de nulle part, si t'as pas de quoi réparer, on t'aide généralement. Mais effectivement, moi sur ton vélo, t'as tous les kits de réparation, chambre à air, etc. Merci beaucoup Jean. Donc ouais, il faut être prêt. Alors c'est pareil, le calcul du poids, les ravitaux, toute une réaction, parce que sur le half Ironman, en fait la distance, surtout sur le vélo, la distance elle est plutôt courte, 90 km de vélo. Bon, ça, en termes de ravitaillement, on n'a pas besoin excessivement de choses. Mais sur 180 km de vélo, on a besoin de plus de choses, notamment en termes de boissons. Et alors, en fait, au milieu de la course, à 90 km de vélo, on a un point station où, en fait, tu déposes un sac avec du ravitaillement. Et là, c'est toi qui te fais ton propre ravitaillement, où tu peux mettre tes bidons, etc. Et du coup, changer tes bidons. Du coup, après, il y a toute une question de est-ce que je prends les boissons qui sont sur les ravitaux, parce qu'on te tend des gourdes. C'est un peu comme le Tour de France, il y a des stations, on tend les bouteilles d'eau, les bidons. Après, il faut connaître la marque, parce que c'est une marque de nutrition qui fournit cette marque. Donc, moi, j'étais pas habitué à cette marque, donc j'ai pas pris de risque. J'ai fait mes propres bidons. Mais tu vois, il y a la question, est-ce qu'on s'arrête? C'est comme en trail, est-ce que tu t'arrêtes le temps que tu vas perdre? Bon, nous, c'est en trail, quand tu t'arrêtes, t'as moins d'importance. Nous, vraiment, tu vois, 5 minutes d'arrêt, ça peut être, bon, pas à mon niveau, mais ça se joue, les minutes sont plus importantes, je pense, en triathlon, en plus grosse importance, parce que c'est des efforts. Nous, ça reste, tu vois, 10 heures d'effort, quoi. Alors que, l'ultra-trail, c'est 24 heures, voilà. Donc, les minutes n'ont pas forcément la même importance. Mais il y a une question, voilà, comment se ravitailler, en fait, il faut travailler sur ça, le poids aussi, du coup, en fonction du parcours, c'est plein de... Et voilà, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean. Mais effectivement, faut être prêt à tout. Si ton vélo a
petit souci, bah faut être capable de réparer. Mais généralement, tu fais en sorte qu'il n'y ait pas de souci. Tu nettoies ton vélo, tu changes. Moi, je sais que j'avais changé les pneus, j'avais changé la chaîne. Enfin, je m'étais préparé. J'avais fait en sorte que, à part souci, quoi, normalement, il y a. Oui, enfin, tu peux pas non plus anticiper ce qu'il peut avoir Ah sur la ouais, route. ouais. Ah non, c'est sûr. Au C'est moment sûr. où toi t'arrives, C'est sûr que tu peux pas. Il y a pas de. Mais en tout cas, en amont, quand même, tu fais le nécessaire pour. j'ose imaginer que la route, elle soit quand même bien nettoyée avant que vous puissiez vous y lancer. Mais malgré tout, tu peux pas être à l'abri Ouais, d'un projectile qui arrive sur la route et que Ouais, tu peux pas être à l'abri. Alors là, le gros avantage quand même sur l'AB Ironman, c'est que les routes sont fermées. D'accord. C'est ça aussi un luxe de ce genre de triathlon, parce que c'est pas sur tous les triathlons où les routes sont complètement fermées. Et du coup, niveau sécurité, c'est excellent. Toi, t'as pas à te poser la question, c'est une voiture qui va arriver. Donc ça, c'est le gros plus quand même sur ce genre de course, c'est que la route est fermée. Donc là, t'es royal. Alors, il y a un point qui me semble quand même assez... tout est important quoi qu'il arrive parce que ça fait partie de l'aventure. Mais t'as surtout dit, c'est la phase de préparation. Exactement. Pour toi, à ton niveau et de par ton expérience, comment on définit une bonne préparation? Je pense surtout le plus important, c'est arriver au pic de sa forme le jour de la course. Moi, je pense que c'est ça qui définit si une prépa est bonne ou pas. C'est est-ce que si tu arrives une bonne prépa, elle doit t'amener ton pic de forme le jour de ta course. Enfin, c'est même la définition même d'une prépa, quoi. Après, je pense que dans ce genre de prépa, pour de l'ultra, enfin, en tout cas des courses qui sont vraiment longue distance, c'est des prépas qui sont très longues. Où il peut se passer plein de choses. Il y a plein de facteurs qu'on peut pas contrôler. Une bonne prépa, c'est si l'on peut, moi c'est ce que je conseille, parce que moi j'étais vraiment débutant, je connaissais rien, c'est de s'entourer. Si on peut prendre un coach, bon c'est un billet hein, forcément, mais c'est du temps qu'on va gagner, c'est de l'énergie qu'on va économiser, parce que le coach, alors ça dépend, il y a différents types de coaching, mais moi je sais que mon coach il m'envoyait toutes les semaines mon programme, et en fait tous les jours j'avais pas à réfléchir, j'ouvrais mon application, je regardais l'entraînement que j'avais à faire et j'allais m'entraîner. Et ça libère quand même énormément d'énergie mentale entre guillemets, parce que quand tu t'entraînes tout seul, tu sais pas forcément comment t'entraîner, surtout si tu débutes. Hein. Après, si tu commences à avoir l'habitude, tu peux faire ton propre programme. En temps, il y a même les intelligences artificielles. Hein. Il y a beaucoup de gens qui commencent et qui font des prépas avec ChatGPT. Hein. Ça marche très bien, mais peut-être pas sur des formats longue distance. Il n'y a pas le côté où le coach, en fait, le côté coach, il va pouvoir, s'il y a un échange qui est fait toutes les semaines, il va pouvoir juger, il va très bien savoir hein, au niveau de la conversation, puis même hein, les datas, elles mentent pas, la fréquence cardiaque, ces choses-là, il va pouvoir analyser et voir si par exemple tu commences à être trop fatigué, donc il va pouvoir adapter tes cycles ton cycle en fait d'entraînement, ce que ChatGPT ne pourra pas forcément faire. C'est évident. Donc il y a ce côté-là, puis même côté conseil quand tu débutes, je trouve, moi honnêtement, je trouve que le coaching c'est essentiel. On peut faire un Ironman sans partir de zéro et vraiment, mais c'est un gain de temps et en fait c'est éviter les erreurs, quoi. Les blessures, les choses comme ça c'est un accélérateur en fait. Donc la préparation, une bonne prépa, c'est autour de bien s'entourer. Puis après il y a pas non plus de recette miracle, hein. C'est beaucoup de discipline parce que c'est long. Moi ça a été 8 mois de prépa. Faut s'accrocher. Il y a des moments qui sont bons, des semaines qui sont bonnes, des semaines où pas forcément bons, mais ça fait partie de l'aventure. Ce que je pense beaucoup le disent, hein, c'est finalement l'Ironman en soi c'est 10 heures d'effort. Enfin, c'est un peu plus, 10 heures, pratiquement 11 heures d'effort. En fait, c'est 8 mois qui vont se résumer sur 10 heures. Et ce qu'il faut retenir, c'est l'aventure des 8 mois, quoi. La course, bon, c'est pas anecdotique, hein, mais parce que bon, il faut quand même être prêt. Enfin, le jour J compte avant tout, mais ce qu'on en tire, c'est vraiment la prépa, tout ce qu'on a. En fait, ça nous a transformé, quoi. Il y a un avant et un après, quoi. Surtout sur des courses comme ça qui sont longue distance. C'est quelque chose que j'essaie de me répéter, mais la notion plaisir, ça va être quand même bon. Il y a des séances pas forcément plaisir, hein, Bah c'est sûr. mais il faut passer par là. Mais elles sont nécessaires. Et surtout, des fois, des séances, on n'a pas envie d'y aller, quoi. Et la satisfaction, quand tu les as terminées, c'est incroyable, quoi. Donc, non, c'est une belle aventure. Enfin, moi, faut le voir comme ça, faut le voir comme une aventure. Tu vois, c'est quand? C'est mardi prochain, enfin mardi qui arrive, là, je passe chez Radio Arverne avec Annette Martin. Moi, c'est France Télévisions qui m'ont contacté hier.
Ah ouais? Oui. Ah, trop cool. Parce que j'avais abordé dans une de mes vidéos la notion de manger ses émotions, qui m'a été diagnostiquée en 2019. Alors le terme médical, c'est plutôt manger de manière compulsive. Du coup, ils sont en train de préparer une émission là-dessus. À intervenir, ok. J'ai déjà fait des plateaux de télé, c'est plutôt assez sympa quand même. Mon rêve, entre guillemets, mon rêve de pseudo-influenceur, c'était de participer à un podcast. Tu vois pourquoi? Parce qu'en fait, j'écoute beaucoup Mais de t'as jamais podcasts. fait de podcast du tout? On t'a jamais invité? Non. Faut que je peux te mettre en relation avec des personnes qui potentiellement peuvent... Oui, si. Alors moi j'en ai déjà fait, peut-être pas la meilleure des expériences, mais en visio. Toi tu vises peut-être plus le podcast physique. Ouais, je sais pas. Moi, en fait, parce qu'en fait, je suis un très très gros consommateur de podcasts. Ok. Tous les gens qui font de l'EF, des sorties longues de 2 heures, la musique c'est bien, mais les podcasts c'est mieux. Oui. Et en fait surtout c'est que pour optimiser le temps, moi j'écoute beaucoup de podcasts. En fait, quand j'ai commencé le tri, je suis devenu c'est devenu un peu obsessionnel. Et comme j'y connaissais rien, et je me suis vite rendu compte qu'en fait les podcasts c'était le meilleur moyen pour prendre de l'information. Et en fait, c'est une mine d'or ouverte, quoi. Mhm. Moi, celui qui m'a beaucoup inspiré, c'était le Campus Coach, enfin c'est Running Addict, Iron Human. Mhm. Je trouve qu'il est très très inspirant. Et après, c'est aussi dans la tête d'un coureur. Oui. Je trouve que Tous ceux qui étaient à l'UTMB en fait. exactement. Je trouve, enfin, moi j'adore. Donc pour les doigts, tout ce qui est EF. Alors maintenant, j'essaie de plus en plus de me détacher, de plus du tout écouter de musique, mais au début, ouais, sur les grandes EF, les podcasts, je trouve que c'est génial, quoi. Donc c'est un peu un de mes rêves. Mais ça peut tout à fait se Mais réaliser. un de mes objectifs. Et qui sait, c'est peut-être la naissance d'un podcast aussi sous ce format-là. Justement, ma question elle est la suivante, c'est est-ce que tu es plutôt créateur de contenu ou influenceur? Moi, je serais ni l'un ni l'autre. Ouais, je sais pas. Plus influenceur, ça fait un peu le terme, tu sais, le truc Gourou. d'influenceur. Ouais, un peu gourou, tu vois. Donc ça fait un peu. Mais après, c'est un peu le terme qui me définit. Moi, je me définis plus par créateur de contenu. Ma petite mission, c'est essayer à travers mon compte, en fait, d'essayer alors le mot je trouve que le mot, quand je dis essayer d'inspirer les gens, moi, ça me Bien fait sûr. un peu, parce que je suis pas non plus, en fait, il y a un peu on appelle ça le syndrome de l'imposteur, quoi. Oui, Un on l'a un peu tous. on l'a un peu tous, quoi. En fait, je me dis, il y a 3 ans, j'aurais aimé tomber sur un compte comme ça, qui me dise, en fait, c'est possible, quoi. C'est possible en peu de temps de changer, en mettant en place, il n'y a pas besoin de changer tout dans sa vie. C'est en faisant des petits changements au quotidien qui peuvent nous amener à faire des entre guillemets des belles choses, quoi. Tout à fait. Mais du coup, ça c'est un peu le concept. Enfin, l'idée que j'ai derrière mon compte Instagram, c'est essayer de motiver les gens à se mettre au sport, à bouger. Et peu importe le niveau. Et peu importe l'objectif, quoi. C'est tout ça, en fait. Parce que moi, par exemple, j'ai des gens qui me disent ouais, moi j'ai fait qu'un marathon. En fait, il y a ça aussi, ce truc, c'est que on n'arrive plus. En fait, un marathon maintenant, c'est devenu banal, quoi. Si t'as pas fait de marathon en 2025, t'es has-been, quoi. Donc, alors que le marathon, moi, quand j'ai commencé mon marathon, c'était moi, je pensais faire ça à 40 ans. Je voyais ça un peu comme un mythe. Hein. Oui, bien sûr. Et puis, après, il y a aussi, je trouve, c'est ça aussi qui est beau dans le marathon, c'est qu'il y a un truc un peu mystique autour. Mais ouais, créateur de contenu. Moi, je suis assez à l'aise avec cette idée d'inspirer les gens parce que c'est aussi ce que je reçois quasiment quotidiennement que ce soit en commentaire et beaucoup en message privé. Ouais. Et personnellement, quand je reçois ce genre de message, je me dis, pour moi, c'est un peu ma cerise sur le gâteau, tu vois. J'ai mon propre objectif, mais je me dis que quand les gens me disent, grâce à tes vidéos, tu me donnes envie de me mettre en mouvement, d'aller courir, de reprendre le sport ou je ne sais quoi. Tu te dis, malgré tout, t'as quand même un impact chez eux, même si c'est peut-être 1% dans leur vie, mais au moins, je suis assez à l'aise, moi, avec l'idée de pouvoir inspirer les gens, plus que le fait de me considérer comme un influenceur, mais malgré tout, c'est une manière aussi de pouvoir inspirer. Et je pense que c'est ce qui est intéressant et d'où l'intérêt aussi de raconter en fait le chemin. Est-ce que tu as eu ce sentiment sur ces 2 ans? Justement, c'est ce qui t'a manqué en dehors des podcasts, c'est d'avoir justement accès à du contenu où on est plus dans la préparation
on est plus dans le chemin que dans le résultat. C'est peut-être parce que j'ai un avis biaisé dans le sens que ça fait tout juste un an que j'ai démarré, mais j'ai plutôt le sentiment qu'on monte beaucoup plus facilement le résultat que tout le chemin parcouru en fait. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là aussi, toi, il y a 2 ans ou... Alors, ouais, bah, il y a un peu des deux parce que moi, pour te dire, après ma première influence pour me remettre au sport, ça a été moi-même. Parce que vraiment, j'arrivais plus à me voir derrière le miroir. Enfin, c'était devenu, je sais pas, il y a eu un déclic. En fait, il y a eu, je pense, une somme plein de déclics qui font des choses qui sont passées dans ma vie perso, des choses, le manque de confiance. Enfin, je sais pas, il y a eu on me demande souvent comment, ça a été quoi le déclic. Et j'ai longtemps réfléchi et c'est dur de dire, il n'y a pas eu un élément. En fait, c'est une somme d'éléments qui a fait, qui m'a propulsé dans ce mouvement. Et ça s'est pas fait. Pas croire que ça s'est fait d'un coup. Il y a eu des moments forts, des moments plus difficiles. Ce qui m'a motivé, par exemple, le marathon, c'était à l'époque, c'était Eric Flagg. Je sais pas, Oui, enfin, bien sûr. tu vois Eric Flagg, bien sûr. Et ça a été une des premières grosses inspirations. Eric Flagg, Bazinga aussi, qui étaient en fait, qui ont lancé un peu. Après, c'est devenu un peu entre guillemets une mode. Hein, mais pour moi, c'est une bonne mode. Hein, que les gens se mettent au sport, dans tous les cas, c'est une bonne mode. Mais qui avait en fait c'était lancé dans la préparation de son premier marathon et moi et lui justement filmé toutes les étapes en fait il débutait de zéro quoi. Et lui il était très axé musculation et en fait il partait de zéro et il allait jusqu'au marathon et en fait j'ai trouvé le processus incroyable. Moi j'étais un peu influencé quelque part et je me suis dit mais en fait si lui il est capable Oui. pourquoi moi ça me ce serait impossible quoi. Et en fait comme les algos sont bien faits, une fois que tu commences, tu mets le doigt dans l'engrenage. Donc forcément après la course à pied, t'es influencé un peu par le triathlon. Et je pense à des gens comme, je sais pas, comme peut-être Bison Tang, que j'ai pu rencontrer d'ailleurs au Sable d'Olonne, qui est un super gars. Et on s'est revu à Vichy. Et pareil, qui en fait montrait un peu plus le parcours en fait, qui était pareil dans cette même démarche de plus montrer le parcours que le résultat. Et du coup, moi j'étais plus influencé justement par des gens qui montraient le cheminement que le résultat. Mais c'est vrai que sur Insta, on est vite en fait ce qui est le piège un peu des réseaux, c'est qu'on peut vite les grosses épreuves peuvent être vite banalisées quoi. C'est ça aussi qui est un peu t'as l'impression que tout le monde fait l'ultra. Enfin, après, moi, je le ce qu'on ressens me comme ça, reproche quoi. aussi. Hein. C'est que moi, je vois sur mes réseaux, tout le monde a fait un Ironman, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais tombé après mon Ironman, j'étais tombé un peu dans le truc de, moi, j'ai juste fait un Ironman. Tu commençais même à banaliser le fait que tu l'as fait alors que j'ai un exploit en tant que tel, quoi. Exactement. C'est comme si. Et j'écoutais un podcast, je pourrais plus le dire exactement, et il disait que ça faisait du bien parce que pareil, plus tu t'entoures, par exemple, tu vois, quand tu es en club de tri, tu rencontres une sphère sportive, et ben en fait, il y a ce phénomène qui est banalisé sur les réseaux, parce que du coup, les comptes que tu côtoies sont des gens qui font des choses, etc. Et même dans ton cercle proche, uniquement des gros sportifs. Et en fait, c'est aussi ça qui t'amène à banaliser, parce qu'en fait, moi, je sais que dans mon entourage, tout le monde a fait des trucs entre guillemets un peu de fou, quoi. Et le fait des fois de rencontrer des gens qui sont pas du tout pas forcément sportifs ou aguerris et tu leur dis t'as fait un Ironman, pour eux, dans leurs yeux, t'es un champion du monde. Bah oui. Et du coup, ça des fois, ça fait du bien aussi de revoir des gens qui sont pas forcément dans ton domaine et qui vont te redonner un côté, te refaire réaliser en fait ce que tu as fait et ce que j'ai réalisé en fait. Et c'est sur un podcast j'ai écouté ça et j'ai un peu réfléchi. C'est vrai que quand tu rencontres des gens qui sont pas forcément d'où l'importance aussi de pas trop s'enfermer dans un cercle. Ouais. Et ça, quel que soit le domaine, hein, t'es dans un milieu entrepreneurial, t'es dans le business, t'es dans le monde des startups, t'es dans le monde du numérique. T'as toujours l'impression de croiser toujours les mêmes personnes. Donc effectivement, il arrive un moment où t'as toujours l'impression d'avoir toujours les mêmes sujets de conversation aussi. Alors que de temps en temps, de pouvoir s'extraire dans d'autres sphères et dans d'autres univers qui ont des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de côtoyer ce que toi tu côtoies au quotidien, effectivement, ça te fait reprendre un peu de hauteur sur ce que tu viens de réaliser. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord sur le principe. Sur la question du déclic, c'est pareil, souvent moi il y a deux questions qui reviennent souvent, c'est le déclic et comment tu fais pour garder ta motivation. Alors que moi personnellement, la motivation, je le considère plus comme le starter. C'est ce qui m'a impulsé le fait de le dire publiquement. Et au moment où je l'ai dit, c'est une forme d'engagement, surtout déjà vis-à-vis de moi. Alors effectivement,
le fait aussi de faire une vidéo par jour, ça m'oblige aussi à l'entretenir, mais c'est avant tout un engagement envers moi. Est-ce que t'as senti, enfin, est-ce que toi, quand tu t'es dit, ok, je me lance dans ce défi, c'est avant tout un engagement envers toi ou pas du tout? Ouais, je pense, en fait, c'est un peu des deux. Premièrement, c'est envers moi, je pense, parce qu'il y avait. Puis alors au début, il y avait un peu parce que le déclic, ouais, je l'ai dit, a été une somme de choses. Il y avait une petite déception amoureuse, enfin une grosse déception amoureuse. Il y avait des choses plus personnelles, etc. Et du coup, au début, c'était un peu, alors ce qui n'était pas forcément bien, mais c'était un peu alimenté sous la forme d'une revanche. Alors moi, par exemple, mon premier marathon, j'en ai parlé à personne. Personne n'était au courant que j'allais courir un marathon. Il y avait que mes parents, et mes très proches, et je m'entraînais les soirs tout seul. Enfin, j'ai fait tout seul pendant 3 mois. Ça, c'était parce que du coup, c'était en mars 2023. Okay. Non, mars 2024, pardon. Mars 2024. Du coup, mon premier marathon. Et j'ai vraiment une préparation tout seul. J'en ai parlé à personne. Et en fait, c'est sur Instagram, je publiais rien. Je faisais pas grand chose. Et c'était un peu, alors, c'était pas forcément très intelligent. Après, j'ai essayé de le tourner pas de cette façon, mais j'ai du coup, une fois que j'ai fait mon marathon, j'ai publié mon premier réel sur Instagram en mode, voilà, j'ai fait mon premier marathon avec des images de moi avant et après. Alors, c'est un peu pour flatter l'ego, mais aussi c'était, il y avait aussi un message quand même de motiver les gens à leur montrer que c'était possible, quoi. Et après, je me suis pris dans le jeu et etc. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait un peu ce truc de revanche personnelle qui est en fait un carburant au début. Hein. Bien sûr. Mais il faut pas que ça devienne le seul carburant. Il faut après il faut essayer de regarder un peu plus loin, prendre un peu de recul et se dire qu'on le fait pour nous. Et moi j'avais ce que mon père m'avait dit. Parce qu'en fait, j'ai pris du poids quand je suis rentré en études supérieures, avec puis après plein de petits autres facteurs, et j'ai pris beaucoup de poids. C'était un peu, alors c'est jamais été identifié, hein, mais c'était un peu des crises compulsives, quoi. Je faisais peu de repas, mais j'engloutissais mon prix. Enfin, c'est un peu des TCA, hein, c'est clairement un peu ça. Et du coup, déjà, il a fallu soigner ça. J'avais perdu un peu cette étincelle. J'ai toujours été essayer d'avoir des projets créatifs et en fait, j'avais perdu un peu ça. Et mon père m'avait dit une phrase, t'es plus puncher. C'est un peu le terme dans le cyclisme, celui qui punch et qui va à l'avant, qui prend des initiatives. Et il m'avait dit, t'as perdu ça. Et moi, ça m'a marqué. Et en fait, ça a toujours été mon objectif, c'était de revenir un puncher, redevenir leader et retrouver en fait, le sport a été le déclic de ça, parce que du coup, je trouve que je sais plus à qui je disais, mais le sport, ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de revenir en forme physiquement. En fait, ça, c'est un peu gros, mais c'est un peu sauvé ma vie, quoi. Non, Je pense qu'on peut se le dire. peut se le dire, quoi. C'est pas exagéré, quoi. Et après, pour revenir à la question, parce que je m'éloigne un petit peu, du coup, au début, c'était vraiment personnel, moi, mes engagements personnels. Et après, le truc, c'est que une fois que tu t'exposes sur les réseaux, entre guillemets, faut assumer, quoi. Alors moi, j'essaie jamais trop de mettre de chrono parce qu'il y a ce truc aussi du toujours plus, quoi. Donc et puis s'éloigner, quoi. Enfin, pas de se mettre une pression sur mes courses. J'essaie de pas trop penser au chrono. Enfin, c'est pas j'essaie que ça devienne pas une obsession, mais c'est sûr qu'une fois que tu t'exposes sur les réseaux, mine de rien, bah faut assumer, quoi. Alors, faut assumer. Bah après, tu restes maître aussi de ton storytelling. Exactement. T'es pas obligé non plus de rentrer dans. Oui, c'est sûr aussi. C'est sûr aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas redevable oui. de qui que ce soit. C'est avant tout l'histoire qu'on a envie de raconter, quoi. Enfin, ça me semble important de. C'est vrai, non, t'as complètement raison. Il y a pas une forme de. Enfin, moi en tout cas, je me refuse de faire ça, d'être sous une forme de soumission, parce qu'effectivement, si tu les écoutes, effectivement, tout est en train de se banaliser. T'as tous les jours une question sur c'est quoi ton meilleur temps, alors que c'est pas ça le plus important, tu vois. Oui, le plus important, c'est c'est ce qu'on dit, c'est la question du chemin, c'est l'apprentissage, et c'est avant tout un rendez-vous avec soi. Ouais. Tu vois. Non, c'est sûr. Mais non, c'est vrai. Moi, je suis peut-être pas encore assez mais en tout cas, non, c'est vrai que t'as tout à raison. J'ai pas d'autres choses à rajouter. T'as tout dit, non. Puis puis ça revient à la chose de prendre du plaisir. Bah, bien évidemment. Parce que, alors moi, c'était un ami qui m'avait dit ça. Il m'avait dit ça de François Daen. J'ai lu un livre, je crois, de François Daen. Et en fait, il parlait, et ça maintenant, c'est vraiment, j'essaie d'y penser en course,
du phénomène des trois cercles, en fait. Trois cercles, en fait, trois objectifs différents dans ta course. Tu pars sur ta course, tu as un objectif peut-être de chrono en tête, mais tu as trois cercles. Et c'est-à-dire que, par exemple, imaginons ta course se passe très mal, bah un des cercles, c'est déjà d'être finisher. Mm. Voilà, premier cercle, c'est être finisher. Voilà, premier objectif, c'est d'être finisher, c'est le premier cercle. Si ça se passe bien et que tu es dans tes objectifs de temps, bah tu te rattaches au deuxième cercle et l'objectif de temps que tu t'étais fixé. Donc là, c'est le deuxième cercle. Et si, imaginons, tu es dans un état le jour de ta vie et que tu peux aller chercher le meilleur chrono possible, bah c'est le troisième cercle. Mm. Et en fait, toujours quand tu es en course, se rappeler ces trois cercles et se dire que peu importe, tu es dans un des cercles. Du coup, tu es dans un de tes objectifs. Et ça, moi, ça m'avait... je sais pas pourquoi il m'avait parlé de ça. Parce que lui, il préparait, en fait, on avait fait un petit live, on avait parlé de ça. Lui, il préparait l'ultramarin, donc un 100 km. Et moi, c'était juste avant mon Ironman. Et il m'avait parlé de ça. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup enfin, alors je l'ai un peu mal formulé là, mais ce côté de quoi qu'il se passe, t'es dans un de tes objectifs. Oui, mais Te rattacher à quelque chose en fait. Peu importe ce qui se passe dans ta course, tu te rattaches à quelque chose. parce qu'effectivement, ça, comme moi, on m'a déjà dit, en tout cas, c'est l'interprétation, ce que je me suis retrouvé 2 fois assistant sur des courses de plus de 100 km. Et en fait, quand tu regardes le profil de la course, en fait, tu te dis pas que tu es en train de faire 100 bornes. Tu te dis, bah, mon objectif, c'est le prochain ravito. Ouais, ouais. Et de ravito en ravito, en fait, tu finis par avancer. Et ce qui fait que tu arrives à aller jusqu'au bout de ton parcours. Moi, ce que j'avais entendu aussi, c'est sur un podcast avec Théo Détienne, où ils avaient l'air de dire que, en fait, l'UTMB, il faut l'avoir vécu 3 fois pour le réussir. On réussit jamais du premier coup l'UTMB. Ouais. Plein de raisons. Comme là, bah, cette année, je pense que personne pouvait anticiper la tempête qu'ils ont eue sur la première ligne, Ouais, c'est sûr. où il y a eu un peu plus de 900 abandons. Et donc du coup, voilà, donc oui, je te rejoins sur la question des trois objectifs, parce que du coup, ça, quelque chose qui paraît surréaliste, bah, d'un seul coup peut devenir réaliste parce que tu t'appuies. Ouais. Je pense qu'il y a plein de petits. Après, là, on parle même finalement de prépa mentale en fait. Mais C'est carrément. La prépa mentale. Et je pense que c'est quelque chose qui est, moi, c'est quelque chose que je trouve super intéressant. En fait, c'est entre guillemets, des petits hacks que tu vas faire à ton cerveau pour pouvoir, et comme tu disais, ce que tu disais juste à l'instant, là, le fait d'aller de ravito à ravito, de pas penser. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait quand je suis arrivé sur le marathon de mon Ironman. Il faisait un peu chaud. On est monté, il faisait peut-être 28 degrés, 28, pratiquement 30 degrés. Alors après, on a la chance, c'est sur la côte atlantique, donc il y a un peu d'air marin. C'est pas comme à Nice. Hein. Là, une semaine après Nice, c'était plus compliqué. Hein. Ils ont vraiment grillé. Nous, il faisait moins chaud. Mais mon objectif, c'était voilà, ravito par ravito. Et en fait, alors les premiers ravitaux, je courais, mais à la fin, tu vois, sur les dernières boucles, je marchais. Hein. Mais je marchais en fait, mais je marchais de façon active sur tout le ravito pour prendre mes ravitaux. Et alors l'avantage, c'est que en triathlon, les ravitaux, c'est tous les 3 km. C'est pas comme un trail où il faut se taper 50 bandes pour choper le prochain ravito. Là, c'est différent. Du coup, l'avantage, c'est que tous les 3 km, et en fait, pour moi, je commençais une nouvelle course. Dès que j'arrive à un nouveau ravito, je commence une nouvelle course. Et c'est comme ça que, en fait, moi, je fais pas un temps de fou, mais je fais pratiquement le même temps que sur mon premier marathon, au marathon de l'Ironman. Et c'est comme ça que il y a plein de petits. Par exemple, là, ce qu'on disait en préambule au début, hein, le fait de prévisualiser sa course, d'anticiper ces choses-là, ça fait partie de la préparation mentale, je pense, et qui est peut-être un peu sous-côté. Je pense on n'insiste pas forcément. Ok. Sans forcément rentrer dans le détail. J'imagine que sur ces 2 ans, tu as eu des périodes un peu plus basses d'un point de vue énergie, d'un point de vue mental, d'un point de vue physique. Peut-être que tu as eu envie d'arrêter ou pas. Justement, quand tu es dans des périodes comme ça, un petit peu où tu as l'impression que t'as pas les jambes, t'as pas l'énergie, t'as pas l'envie, qu'est-ce qui te permet en fait quand même d'y aller? Est-ce que tu arrives à le définir ça? Comment ça se passe dans ta tête? Ouais. Alors c'est un peu. Moi, alors déjà, je me suis jamais blessé, jamais eu de blessure. Donc, Comme quoi c'est possible. je touche du bois.
Ouais, après, je pense que c'est plein de facteurs. Peut-être un. Alors moi, je dis que des fois, en fait, au début, je disais ouais, c'est la chance. Mais bon, c'est peut-être parce que je m'entraîne bien, que j'ai du bon équipement, que je fais attention, que je me. Puis je pense qu'il y a aussi un petit facteur chance, hein, aussi, hein, mine de rien. Moi, je suis plus à l'aise avec le fait de dire que bah, justement, tu as le bon matériel, tu fais les bons entraînements. Ouais. T'as eu le sentiment de te retrouver en surentraînement par moment? Non, non, Parce que non. je pense que, enfin, pour en avoir déjà discuté avec mon kiné, c'est souvent la raison de pourquoi les Ouais, gens ouais. se blessent, Ah non, non. c'est ils en font trop en fait. Non, non, jamais, tu vois. Justement, le coach, tu vois, c'est pour ça que je disais, le coach est primordial pour justement éviter ce genre de situation. Parce que lui, il va savoir, il va programmer des cycles d'entraînement où en fait, quand tu vas devoir absorber le gros volume, tu seras prêt à encaisser ce gros volume. Et, euh, et alors, c'est sûr que si tu commences à augmenter de 20% ton volume alors que tu pars de zéro, enfin, que tu fais un volume qui est trop conséquent, c'est là où effectivement tu risques de te faire mal, quoi. Et donc, je pense que j'ai toujours géré ça. Donc, il n'y a pas eu de, en fait, donc jamais de blessure. Pour en revenir à la question, jamais de blessure. Et, et mes courses, alors c'est pour ça qu'aussi j'essaie de prendre le maximum de recul sur ça et de se dire que faut justement d'autant plus apprécier ces moments-là, parce que j'ai jamais eu de soucis sur mes courses. J'ai à part peut-être le premier, enfin en tout cas mes objectifs de chrono ont toujours été atteints, même souvent dépassés. Alors des petites déceptions à pas grand-chose, hein. Par exemple, tu vois, mon premier marathon, je fais 4h04, je voulais faire sub 4h. Ça joue à rien, tu vois. C'est vraiment des petits détails, ouais. Mais, euh, mais pour l'instant, ça s'est toujours extrêmement bien passé. Et après, les baisses d'émotion, les baisses de motivation, il y en a forcément, hein. C'est quand il faut aller s'entraîner. Il Je fait sais moins pas, 15 dehors, il ouais, pleut. faut aller la sortie longue, etc. Moi, j'ai fait une sortie longue, une prépa marathon, parce que du coup, j'avais couru un marathon pour ma prépa Ironman. Mhm. J'avais fait 30 bandes sur piste. Ah oui, et sur piste en plus, donc ça veut dire Sur piste. 30 Et bandes il à neigeait, tournoi. et neigeotait, Putain. et neigeotait, 30 bandes sur piste. Mais tu vois, après cette séance, invincible dans la tête, peut rien m'arriver, quoi. Mais, En fait, c'est ça, c'est à chaque fois, quelle que soit la difficulté que tu vis à l'instant T, parce qu'on vit tous des moments ouais, ouais. difficiles dans nos vies, c'est ok, j'y vais quand même, parce que quoi qu'il arrive, tu vas aller chercher ce plaisir que tu obtiens à la fin de ton entraînement, parce que tu sais que Ah, quoi qu'il arrive, ça va nourrir quand même l'objectif final. ah ouais, non, Tu vois. c'est sûr que il y a ce côté, ouais, tous les jours, enfin, moi, c'est devenu un peu ma phrase. Puis je me forçais à mettre tous les jours ce que je faisais comme entraînement en story. Hmm. Euh, et la citation, c'était le taf est fait. Voilà. Chaque jour, il faut faire le taf. Et donc, il y avait un peu ce truc, c'est un peu devenu un peu ma citation. Et tu vois, pour en revenir à la préparation mentale, tu vois, par exemple, j'ai édité une photo d'une arrivée d'Ironman sur un cadre. Et tous les matins, quand je me réveillais, je voyais cette finish line, tu vois. Et c'est des trucs comme ça. Et tous les jours, alors ça devient, faut pas que les gens pourront croire que ça devient c'est un peu. Non, mais Mais tu vois, tous les jours, je me levais et je voyais cette finish line, tu vois. Et je me suis dit, dans 8 mois, et justement, quand ça va pas, tu regardes cette finish line, et alors, pire, c'était, je crois, mon fond d'écran. Tu vois, mon fond d'écran est toujours ça. Donc, à bah chaque oui. fois, mon fond d'écran, c'est une finish line. Et c'est-à-dire que du coup, c'est devenu un peu une obsession, mais c'est devenu un moteur, quoi. C'est devenu un monteur et c'est ce qui. Mais de toute façon, le cerveau étant un très visuel, donc la visualisation, c'est logique Voilà, exactement. Et que pareil, ça l'impacte. Hein. et pour en revenir à ça, tu vois, enfin, souvent, dans les visualisations, je me voyais traverser cette finish line, quoi. Hmm. Enfin, honnêtement, quand je suis arrivé sur l'Ironman, c'était clair dans ma tête, hein. Je savais que j'allais finir la course, quoi. Après, la question, c'était, parce que je savais que j'étais bien préparé, il y avait ça aussi, hein, parce que je savais que je m'étais entraîné correctement. La seule question, c'était en combien de temps, tu vois, j'allais faire la course, quoi. Mais dans ma tête, c'était clair. J'étais convaincu, tu vois. Il y a pas eu un moment de doute. Tu sais, t'as toujours le doute justement du pépin, tu vois, mécanique, etc. Mais
extérieur à ta volonté en quelque sorte. Donc moi j'ai toujours été et du coup c'est plein de petits trucs comme ça que qui font que j'ai pas eu de vrais moments ouais de mou quoi. D'hésitation ou quoi que ce Ouais soit. non non et puis j'avais un coach qui était très Fabien, qui est Fabien Chaumet. Mhm. C'était un coach tout se faisait à distance hein, mais mais qui pareil était très humain, enfin très à l'écoute euh, et qui m'a vraiment beaucoup soutenu, qui et puis non, je sais pas en fait et puis il y avait un peu c'est devenu un peu une quête et bah, je savais que j'allais pas lâcher quoi. Moi, il y a un sujet auquel j'aimerais bien qu'on revienne dessus, c'est justement sur l'aspect nutrition. Ouais, Parce que ouais. j'imagine que quand on est dans une phase de perte de poids et que, alors moi, la première fois qu'on m'a dit, eh ben, c'était aux 10 km de Vichy, où on m'a dit, mais non, mais en fait, pendant que tu cours, il faut aussi que tu manges. Et c'est là où tu te dis, mais attends, je veux perdre du poids, mais pendant que je cours, il faut aussi que je mange. Comment t'as géré ta perte de poids et en même temps la partie nutrition Ouais, ouais. sur tes Alors l'aspect nutrition pour la perte de poids, ça a été enfin, relativement simple. En fait, j'ai changé peu de choses. En fait, j'ai supprimé progressivement des choses toutes bêtes, hein, tout ce qui était soda, gâteau industriel. Et ça, c'était des petits éléments parce qu'en fait, j'étais vraiment tombé dans ça. Et la première chose, ça a été de corriger ça, d'éliminer des petites choses, quoi. Vraiment le sucre, toutes les boissons, ouais, les gâteaux, enfin, toutes les cochonneries. Enfin, essayer de supprimer ça. En tout cas, de le limiter, pas de le supprimer définitivement. Et par exemple, et aller sur des choses plus simples. Moi, en fait, j'ai la grande chance, c'est que mes parents sont restaurateurs. Ma maman est chef. Du coup, bon, ça, c'était un sacré avantage parce que tu as des petits plats bien comme il faut. Après, puis après, avec, en fait, une fois que tu régules un peu ton alimentation, il faut pas non plus, tu sais, manger. Enfin, tu sais, t'as le truc, t'as le cliché, faut manger une salade. Oui, Enfin, tu sais, pas. c'est plus compliqué que ça, la nutrition. Enfin, faut une bonne base de protéines, des glucides. Enfin, essayer en fait, d'avoir une alimentation complète, quoi. Et peut-être manger dans des proportions plus raisonnables. Enfin, j'essaie de bien s'hydrater. Moi, ça aussi, moi, après, j'ai jamais eu de soucis, tu vois. Je bois peut-être 3 litres d'eau par jour. Enfin, ça, je pense, c'est une des choses importantes. Le sommeil aussi, qui est, je pense, c'est, c'est un peu sous-coté, mais je pense que le sommeil joue une importance quand même cruciale. Et après, t'ajoutes ça de l'activité sportive. Et le cinquième ingrédient, c'est de la patience. Voilà. Oh que oui, il faut être Voilà. patient. En fait, les gens pensent que mais en fait, un des ingrédients, je pense, l'ingrédient le plus important, c'est la patience. En fait, il faut, et puis il faut croire en soi, enfin, croire en processus. Voilà. Faut croire enfin, ouais, croire au processus. Et la patience. Moi, c'est ce que je dis souvent, puis ça va venir tout seul. Moi, c'est arrivé j'ai commencé en mars 2020, non, été 2023, à Mhm. commencer à perdre du poids. Et alors moi, du coup, je travaillais tous les étés, je travaillais en restauration. Du coup, chez mes parents, la ferme Sébastien. De toute façon, j'avais fait ma trifonction qui était aux couleurs du restaurant de mes parents. Mhm. Et en fait, l'été, tu vois, bah, ceux qui travaillent en restauration savent. Je l'ai bossé 13 Voilà, ans, c'est donc exactement, c'est pour ça que je dis ça. Tu fais tes 10 000 pas, tu les fais, ça y a pas de largement, ça souci. c'est sûr. Même t'es plus vers les 20 000 que les 10 000. Mm. Et moi, j'avais commencé tous les jours, j'allais faire un peu de vélo. Après, quand je suis revenu clairement à la rentrée, du coup septembre 2023, j'ai continué beaucoup de sport. Alors au début, ce que je conseille, c'est la marche inclinée sur tapis. Mm. Je mettais le plus gros pourcentage et je marchais pendant 15 minutes. Et ça, je pense que même pour le renforcement, peut-être ça aussi qui m'a pas mal aidé. Et là où j'ai commencé un peu de natation. Parce que du coup, je voulais pas faire de course à pied parce que j'avais peur. Alors, parce qu'en fait, qui est une peur qui était infondée, tu vois, pour les genoux, les Mm, mm. articulations. Alors Ah qu'en bah, fait, tu peux courir, c'est juste qu'il faut s'adapter, enfin, faut y aller progressivement. Mais en tous les cas, moi, j'avais pas envie de commencer par la course à pied.
Et j'avais continué voilà vélo, muscu, un peu de natation. Et après je suis descendu en fait Noël 2023, décembre 2023, j'ai atteint les 85 kilos. Donc j'avais perdu déjà plus ou moins ouais 35 kilos déjà. Et puis là je me perds de la question. C'était Non, la alors question, attends, parce que c'était du coup, tu me dis, en combien de temps tu as perdu ton poids? et ben pour dire, je commence plus ou moins mai 2023. 23. Je commence le déclic se met en moi. Alors j'ai pas de date de dire j'ai commencé à cette date-là, tu vois. Je mets aux alentours, tu vois, été, un peu avant l'été. J'ai commencé un peu avant l'été 2023. Et après, alors le truc c'est qu'en plus pendant l'été 2023, je suis parti à New York. Donc bon, je me suis pas dit, C'est pas le meilleur endroit dans le voilà. monde pour faire un régime. Mais puis d'un autre côté, je me suis dit, non, c'est la première fois que j'allais aux États-Unis, je me suis pas dit, bon, pas de burger, diète, non, je me suis dit, vas-y, je me suis fait plaisir. Donc j'ai pris un petit peu, mais pas trop non plus, j'avais pas non plus trop dans les excès. Et donc, voilà, été 2023, je commence le processus. Et la date que je prends, c'est mon premier marathon, mars 2024. Je faisais 79 kilos. Ok. Et Voilà, t'étais parti de combien? 120. Ok. Donc moins 40 kilos. Donc Et un 40 marathon. kilos en un an. Un peu moins, Un quoi. peu moins Ça d'un an. fait un peu plus de 6 mois, entre, je dirais, 8 mois, quoi. Ok. Et c'est pour ça la phrase moins 40 kilos et un marathon plus tard. Oui. Parce que du coup, c'est la genèse de tout ça. J'ai perdu 40 kilos, courir un premier marathon et après, l'aventure s'est écrite.